après le Covid, on enterre le numérique. Donc, c'est un thème qui sera évoqué par deux personnes qui connaissent très bien les adolescents, qui sont Valérie Gimonet et Isabelle Abadi. Ce sera fait en deux parties. Une partie, on va dire, pour continuer avec le numérique et les téléconsultations, une partie plutôt contre. Valérie Gimonet est directrice de la Maison des adolescents à l'hôpital Robert-Debré. Isabelle Abadi est pédiatre et médecin des ados à la Maison des adolescents du 94. Valérie Gimonet, est-ce que tu veux te présenter puis commencer? Je suis responsable de la Maison des ados Robert Debré depuis le début, depuis son ouverture et de formation cadre socio-éducatif. Je voulais commencer déjà un peu pour vous présenter les maisons des ados pour ceux qui ne connaissent pas, puisqu'il faut quand même que je vous explique un petit peu d'où je parle. Donc les maisons des ados, ce sont des structures d'accueil et d'écoute qui sont généralistes et qui sont donc destinés aux adolescents, quelle que soit leur problématique. Donc, c'est des ados qui viennent parce qu'ils ont des problèmes de santé, de relations avec leur famille ou avec leurs amis, enfin pour tout type de problème. Et on est vraiment sur un accueil généraliste de première ligne avec quand même une particularité, c'est qu'on peut recevoir ces adolescents sans autorisation parentale. C'est donc un dispositif qui est gratuit et anonyme si les ados le demandent. Que ces maisons des ados, en tout cas la nôtre, est composée d'équipes pluridisciplinaires. Donc, dans lequel, pour Robert Debré, on a la chance d'avoir un pédiatre médecin de l'adolescent, un psychiatre, des psychologues, une infirmière, une éducatrice et une secrétaire. On accueille les adolescents. On réalise ces accueils généralement pour nous en binôme de deux professionnels de métiers différents. Et on assure un accompagnement de courte durée. On ne se substitue pas à du soin, on n'est pas une structure de soins, mais on peut accompagner les adolescents en individuel ou même en groupe, puisqu'on propose des groupes. Ces premiers accueils, en fait, ils nous permettent d'évaluer les besoins, mais aussi les ressources des adolescents. Et puis, si on pense que finalement, un rendez-vous avec une psychologue, une éducatrice, une infirmière ou un psychiatre ou un médecin de l'ado suffit, on va les accompagner à la maison des ados, sinon on va les orienter vers d'autres structures à l'extérieur, notamment pour la plupart, c'est surtout des structures de soins, services de psychiatrie, médecine de l'ado, mais aussi éducative. On peut faire des informations préoccupantes, demander une aide éducative pour certains ados. Voilà, tout ça pour un petit peu vous expliquer d'où je parle, sachant que moi, je vais me faire un peu la voix des professionnels qui travaillent à la maison des ados, puisque moi, je n'ai pas testé la téléconsultation, et notamment pendant la période du Covid. Je fais un petit rappel avant le Covid, parce que je trouve que ça a été vraiment, en tout cas pour les professionnels qui travaillent à la maison des ados, un certain virage dans l'utilisation du numérique, puisque ça fait quelques années déjà que j'avais notamment acheté un téléphone portable en incitant tout le monde à l'utiliser. Je trouvais que ça pouvait être utile pour certains ados de leur envoyer des textos. Et d'ailleurs, on l'utilisait, mais très peu, pour envoyer des SMS, par exemple pour changer un rendez-vous ou pour rappeler après un rendez-vous manqué. L'éducatrice aussi envoyait souvent un texto avant les groupes pour rappeler aux ados qu'on avait un groupe et qu'il ne fallait pas qu'ils oublient. Et puis, notre éducatrice, qui est plus ouverte au SMS, je pense que c'est
plus facile dans les usages des éducateurs. En tout cas, c'est plus courant d'utiliser le portable. A aussi une tablette numérique puisqu'elle est promeneur du net. Donc, tout ça pour dire que je sentais une certaine résistance des professionnels qui n'était pas tout à fait équivalente en fonction des professionnels et puis finalement de leur appétence pour l'outil. Alors là-dessus, le Covid est arrivé et puis le premier confinement. Et donc finalement, on a dû fermer. En tout cas, nous, on a fermé la maison des ados lors du premier confinement et il a fallu vraiment du coup réfléchir à une solution très rapidement et s'adapter pour mettre en place une permanence d'accueil téléphonique pour permettre aux familles, aux professionnels ou même aux adolescents de rentrer en contact avec nous. Donc, voilà, tous les jours, il y avait une personne qui répondait au téléphone, qui prenait les messages et puis les autres professionnels, donc psychologues, infirmières, éducateurs, médecins, avaient des rendez-vous téléphoniques, soit avec des jeunes qui connaissaient, qu'ils avaient déjà suivis, enfin, voilà, soit avec des jeunes dont la famille ou des jeunes qui avaient appelé directement pour pouvoir s'entretenir avec nous. C'est rarement quand même les jeunes qui ont appelé pendant cette période-là. On a eu beaucoup de familles pour voilà, les familles qui appelaient à l'aide. Et on n'a quand même pas été débordés sur ce premier confinement. Voilà, on a surtout fait des entretiens téléphoniques avec des jeunes qu'on avait déjà suivis. Je crois que pour mémoire, on a dû avoir 23 situations nouvelles. Pour ce qui en est de l'expérience de la visio, c'est essentiellement le médecin de l'ado qui a fait quelques visios, je crois. Mais là, vraiment, on avait une résistance de l'équipe à faire des entretiens en visio. Donc, ça a été essentiellement des entretiens téléphoniques. Et puis, pour certains, beaucoup de SMS, d'échanges en SMS. Alors, on a été très étonnés parce que finalement, pratiquement tous les ados ont vraiment très bien accepté cette proposition d'entretien téléphonique. Ils ont... Alors, c'est vrai qu'on pourrait différencier quand même les ados en fonction de leur âge. L'expérience de l'équipe, c'est de dire que les ados les plus âgés étaient plus à l'aise avec le téléphone. Les jeunes, quelques très jeunes, ont refusé les entretiens téléphoniques parce qu'ils ne se sentaient vraiment pas à l'aise, je pense, avec l'outil. En tout cas, on était étonnés parce que finalement, ça a plutôt bien fonctionné. Ce qu'on pourrait dire de cette expérience, c'est la première remarque, en tout cas, c'est celle qui est venue à l'équipe quand je leur ai demandé finalement de ce qui retenait de cette expérience, c'est que cet outil a vraiment permis de maintenir le lien avec les adolescents. Ils avaient des rendez-vous beaucoup plus fréquents et puis ça permettait de prendre des nouvelles et puis de ne pas les perdre de vue. La deuxième remarque que m'a faite l'équipe, c'est que finalement, le contexte du Covid, où chacun était chez soi, ça a permis d'instaurer une certaine forme de réciprocité. C'est-à-dire que finalement, le professionnel qui appelait et le jeune en face étaient dans une position égalitaire. Et donc, ça a amené un sentiment de familiarité à ces entretiens, notamment des collègues qui me disaient que les ados leur demandaient comment ça allait, comment ils se sentaient, est-ce que leur santé allait bien. Voilà, ce qu'on ne retrouve vraiment pas dans l'entretien habituellement.
une autre marque, c'est que comme les ados étaient chez eux, ça a permis un accès à l'intimité vraiment de la famille. C'est le psychiatre qui me disait que lui, il avait trouvé que c'était un peu équivalent à une visite à domicile. Et en fait, on venait déranger ou pas d'ailleurs. En tout cas, ça nous permettait de sentir vraiment ce qui se sentait de la dynamique familiale. Et il y a des petites anecdotes comme ça qu'ils ont pu me raconter d'ados voilà, qui se disputent alors qu'ils sont au téléphone, qui se disputent en direct avec leurs parents. Et évidemment, ce qu'on ne retrouve pas quand on est dans un cadre comme la maison des ados, là, il y avait vraiment quelque chose qui mettait, c'était comme une mise en scène de ce qui se passait dans la famille. Alors, il y a certains ados quand même qui ont désiré s'isoler. Alors, il y a eu quelques rendez-vous comme ça sur un balcon. Je me souviens qu'il y a une ado qui donnait rendez-vous sur un balcon pour pouvoir s'isoler parce qu'ils n'avaient pas tous la place de pouvoir raconter au téléphone ce qu'ils voulaient et que personne n'entende. Je crois qu'il y a une ado aussi qui se protégeait dans une voiture pendant les entretiens téléphoniques. En tout cas, voilà, c'est vraiment, on rentre dans l'intimité de la famille. Ce qu'on peut garder aussi de positif dans cette expérience, en tout cas selon mes collègues, c'est qu'on a un certain nombre d'ados qui, on le sait bien, vont venir à un rendez-vous, puis vont sécher un autre rendez-vous, puis on ne va pas réussir à les voir pendant quelques mois. Là, c'était finalement assez facilitateur pour les ados qu'on n'arrive pas à voir en présentiel, soit parce que voilà, ils ont du mal à faire la démarche pour aller à la maison des ados, ils préfèrent rester chez eux, soit qu'ils ratent leur rendez-vous parce que c'est trop angoissant pour eux. En tout cas, voilà, là, ils étaient chez eux et on pouvait les avoir. Donc, le téléphone, c'est aussi une façon d'être sûr d'avoir des nouvelles d'ados qu'on n'arrive pas à voir habituellement en présentiel. Ça nous a permis aussi d'avoir de longs entretiens avec les parents. Comme je le disais tout à l'heure, certains ados n'étaient pas du tout à l'aise au téléphone et quand mes collègues prenaient des nouvelles, finalement, c'était les parents qui répondaient. Donc, voilà, on a retenu que finalement, les entretiens avec les parents au téléphone étaient possibles. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que j'avais noté voilà, mes collègues m'ont dit quand même que c'était assez étrange parce que finalement, de ne pas voir la personne avec qui on parle, ça permet de se concentrer sur la voix. Donc, de tester aussi l'accordage avec un ado. Il y en a avec lesquels pour qui ça ne fonctionne pas du tout, qui n'arrivent pas à s'exprimer. Et puis, il y en a vraiment pour lequel ça fonctionne. Et finalement, on sait qu'après, on peut de nouveau faire des rendez-vous téléphoniques, même quand on peut de nouveau les recevoir à la maison des ados. Et je crois que notamment notre psychiatre, il continue pour certains ados à les voir une fois en présentiel et puis prendre de nouvelles. Comme ça lui permet d'avoir des nouvelles plus fréquentes. Donc, il prend des nouvelles et il a des entretiens téléphoniques. Des collègues m'ont dit « Ah, mais nous, on a bien aimé parce que ça nous permettait de prendre des notes assez précises. Parce que quand on est en face d'un ado à la maison des ados, on ne prend pas de notes. Et là, ça nous permettait vraiment de noter des choses et puis et d'avoir les situations un peu plus en tête. » Voilà un petit peu de cette expérience. Aujourd'hui, donc, au deuxième confinement, nous, on a continué à
enfin, on a décidé de réouvrir la maison des ados, hein, parce que on se disait que vraiment, là, il y avait plus de possibilités. Et puis, je crois que quand même, les professionnels, ça leur manquait aussi de ne pas voir les ados en vrai, en présentiel, comme on dit. Donc, on a continué pendant quelques semaines, en tout cas, de proposer des rendez-vous téléphoniques et des rendez-vous en présentiel. Moi, ce que je retiens, c'est que vraiment, je pense que pour l'équipe, ça leur a prouvé que c'était possible et que ça a démocratisé un petit peu l'outil. Merci beaucoup, en tout cas, Valérie, pour voilà, ton avis et puis le retour de l'équipe positif sur cette expérience des téléconsultations. Alors, c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça peut aller à tous les ados et quelles sont aussi les limites de ces téléconsultations. Mais on a bien compris que là, cette période de confinement vous avez permis d'accélérer, on va dire, l'utilisation de ces consultations par téléphone et qu'il y avait aussi des choses assez positives à en tirer et que vous continuiez pour un certain nombre d'ados. Alors, Isabelle, Abadi de la Maison des ados du 94. Déjà, petite remarque, c'est que c'était intéressant d'entendre Valérie pour moi parce qu'en fait, on voit à quel point chaque maison des ados est différente. Alors nous, c'est vrai qu'on utilise, par exemple, tu parlais du téléphone portable. En fait, nous, on utilise depuis très longtemps le téléphone portable. Nos deux infirmières ont chacune un téléphone portable et il ne se passe pas une journée sans qu'elles rappellent les ados. Enfin, tout ado qui ne vient pas est rappelé. Sans qu'elles envoient un nombre incalculable de SMS. Donc ça, c'est une pratique qu'on avait déjà nous. Et d'autre part, la maison des ados du Val-de-Marne n'a pas fermé du tout au premier confinement. Donc, on a malgré tout continué à recevoir des adolescents en présentiel pendant toute cette première période de confinement, en essayant bien sûr de limiter quand même au maximum les adolescents reçus. Et donc, les professionnels ont continué à être présents sur la maison des ados. Donc, comme tu le disais très bien, Valérie, hein, c'est vrai que c'était resté quand même la téléconsultation ou la consultation en visio était restée très marginale jusqu'à l'apparition du Covid. Et ce, malgré quand même un remboursement par l'assurance maladie depuis septembre 2018 des téléconsultations, mais finalement, on ne s'en saisissait pas trop. Et là, donc même les plus réticents chez nous s'y sont mis, y compris moi, lors de ce premier confinement en mars 2020. Et il faut reconnaître que le numérique, donc nous, on a utilisé la visio, hein, puisque le téléphone, on l'utilisait déjà beaucoup, on est passé à l'étape supérieure, on est passé à la visio. Il faut reconnaître que le numérique nous a permis de garder du lien avec nos patients. Et on s'est aperçu finalement que la consultation via le numérique était faisable et même parfois souhaitée par certains adolescents ou parents à qui elle offrait d'autres moyens d'accès aux soins. Et on a même été, et là c'était quand même un grand pas pour nous, jusqu'à l'utiliser pour des premiers rendez-vous. Et ça nous a parfois permis d'évaluer l'urgence de la situation. C'est-à-dire qu'on avait un premier contact en visio et en fonction du ressenti qu'on avait lors de ce premier contact en visio, on proposait ou pas un rendez-vous en présentiel. Cependant, avec le recul, je crois que maintenant, il est quand même nécessaire de se pencher sur les limites et les inconvénients de cette pratique. Une des limites qui paraît finalement la plus évidente pour tout le monde, c'est peut-être les problèmes techniques. En effet, les praticiens comme les patients doivent être bien équipés. Or, lorsque, comme moi, on reçoit des patients qui sont plutôt de milieux défavorisés, ça peut vraiment être un souci. Parce qu'on a parfois des patients qui sont mal équipés. D'ailleurs, nous, au départ, nous n'étions pas forcément très bien équipés. Il a fallu acquérir
d'autres écrans, des caméras, des micros. On en avait un ou deux, mais ça ne suffisait pas pour que chacun puisse consulter confortablement, on va dire. D'autre part, on a tous fait l'expérience, la technique, elle peut avoir des ratés, hein. On peut être déconnecté en pleine consultation, on peut plus avoir de son, ne plus avoir d'image, enfin, et tout ça, ça va rendre les consultations un petit peu hachées, un petit peu difficiles. Et nos compétences en matière d'informatique, enfin, moi la première, hein, elles restent parfois limitées. Et même si on est de plus en plus à l'aise avec ces techniques et que les jeunes sont souvent beaucoup plus à l'aise que nous, on peut quand même, les incidents techniques restent fréquents. Ensuite, la deuxième chose qui nous pose souci, c'est le problème de la confidentialité. Alors, on prenait bien sûr des précautions hein, quand on faisait ces visios, c'est-à-dire qu'on vérifiait que le jeune pouvait s'isoler, on édictait un certain nombre de règles pour cette consultation, mais cependant, on ne sait jamais si elles vont être respectées, on ne sait jamais qui est présent, qui écoute, est-ce que l'adolescent se sent libre de parler. Et à nouveau, on peut être gêné par certaines situations où il n'y a pas de possibilité de s'isoler. Par exemple, j'avais une patiente qui vivait dans un hôtel social avec sa mère. Alors, c'est vrai, Valérie, ce que tu dis, c'est que bon, ils arrivent à trouver des stratagèmes. Alors, pour le coup, nous, on était en visio. Donc, en visio, c'est quand même… alors, on pouvait aussi… C'est plus difficile d'aller sur le balcon. C'est ça, c'est plus difficile d'aller sur le balcon, enfin, ça complique quand même un petit peu les choses. Ou alors, des familles, on a des familles où ils vivent à 4, 5 dans un studio ou un 2 pièces, il y a le petit frère, la grande sœur qui passe, enfin c'est compliqué. On voit de temps en temps, alors qu'il est censé être tout seul, on voit de temps en temps la tête de la mère ou la tête du père en arrière-fond d'écran, enfin… bon, on n'est quand même pas très à l'aise avec ça. Donc, le tête-à-tête, l'entretien duel avec le patient, moi, je trouve quand même qu'il peine à se faire parfois et qu'on ne facilite pas l'instauration d'une relation de confiance et ce, d'autant plus qu'il s'agit d'une première rencontre. J'étais beaucoup plus à l'aise quand je connaissais déjà les jeunes, quand je connaissais déjà la famille, le contexte familial, enfin, j'étais beaucoup plus à l'aise que sur un premier rendez-vous. Moi, je trouve que le numérique nous prive d'une partie de nos sens. La clinique, pour moi, elle fait appel à quasiment tous nos sens. La vue et l'ouïe. Alors, c'est vrai que la vue et l'ouïe, c'est ce qui est probablement le mieux respecté avec la visio. Mais quand même, des fois, on entend mal, la voix est un peu modifiée, les champs de vision est différent. Donc, nous, c'est vrai qu'on a fini par préférer la visio au téléphone parce qu'elle nous permettait quand même d'avoir un certain nombre d'éléments de communication non verbale. Mais que cependant, moi, j'avais quand même le sentiment que l'attitude du jeune derrière la caméra, elle est souvent changée par rapport à celle qu'il aurait en face à face. Et d'ailleurs, la nôtre aussi. On ne se comporte pas tout à fait de la même façon derrière un écran en face à face dans un cabinet de consultation. Pour autant, on peut se demander pour certains s'il est plus authentique quand on l'a en face à face dans le cabinet de consultation ou plus authentique quand il est chez lui. La question peut se poser. Chez lui, dans son environnement, ou voilà. Deuxième… donc, ces deux sens-là, on pourrait dire plutôt préservés, mais quand même. Par contre, moi, en tant que pédiatre, alors c'est sûr que je suis pas psy, je ne suis pas éducateur, je suis pédiatre, et donc l'odorat et le toucher sont deux sens qui me manquaient énormément et qui sont pour le coup vraiment empêchés par le numérique. Le toucher, c'est pour moi un sens essentiel, que ce soit pour l'examen clinique ou pour rassurer le patient. On a trouvé en présentiel d'autres moyens d'accueil que de serrer la main.
que la poignée de main chaleureuse, qui donne déjà des indications cliniques, une première impression clinique. Mais en visio, moi, je trouve que quand même, il nous manque quelque chose. Et puis l'odorat, ça peut peut-être vous faire sourire, mais moi, l'odorat, il m'est utile. Il m'est utile à la fois pour faire certains diagnostics cliniques, rechercher certains signes cliniques, par exemple l'odeur acétonique de la laine, l'odeur pomme verte de la laine, mais aussi, parfois, le patient qui sent mauvais et pour lequel on va se dire qu'il ne prend pas tellement soin de lui, qu'il est négligé, peut-être qu'il a une estime de lui qui n'est pas si bonne que ça, en visio, bien sûr, on ne l'a plus. Bon, je vous passe le goût, Hippocrate aurait dit le goût, mais ça fait longtemps qu'on ne goûte plus les urines, donc on va rester sur ces 4 sens. L'examen clinique, évidemment, il est extrêmement limité. Et donc, hormis le fait que je suis pédiatre et que j'ai besoin de l'examen clinique pour faire un diagnostic, je vais vous donner un exemple. Une première consultation pour troubles du comportement alimentaire, on a eu beaucoup de demandes de consultation pour des troubles du comportement alimentaire, type anorexie par exemple. C'est difficilement concevable quand même sans qu'on puisse peser, sans qu'on puisse mesurer, prendre le pouls, prendre la tension, toucher les téguments, toucher les doigts, les orteils, voir s'ils sont froids, s'ils sont chauds. Si la peau ou les muqueuses sont sèches, tout ça, on a quand même du mal à s'en passer. Et même quand il s'agit d'une consultation suivie pour des TCA, on a quand même besoin du poids. Et aller demander à une anorexique à qui d'habitude on dit tu ne te pèses pas quand tu es chez toi, tu te pèses quand tu viens au cabinet, aller lui demander là cette fois-ci, ce serait bien que tu te pèses. C'est quand même un peu dérangeant. Donc, on a trouvé des solutions, on a fait passer des infirmières à domicile, mais quand même, ce n'était pas très confortable. Et puis, de toute façon, pour moi, l'examen clinique en médecine de l'ado, c'est quand même un moment privilégié où souvent, on va voir émerger des questions, des problèmes que l'adolescent n'a pas posé quand on était dans une partie entretien en tête-à-tête. Et c'est cette proximité, ce moment de proximité de l'examen clinique où souvent on est en train de l'examiner, de le toucher, qui va lui permettre de poser un certain nombre de questions qu'il n'aurait pas posées sinon. Voilà. Donc, toutes ces difficultés d'évaluation vont bien sûr avoir pour moi un impact sur la qualité des soins et d'autant plus qu'il s'agit d'un premier rendez-vous. C'est pour ça que très souvent, nous, les premiers rendez-vous, on a quand même très vite fait venir le jeune à la maison des ados. C'est vrai que par rapport à ce que tu disais, Valérie, la grosse différence, c'est que je suis pédiatre, quoi. Voilà, ça change quand même beaucoup les choses. Donc, du coup, c'est un effet à double tranchant. Donc, un accès aux soins, je suis complètement d'accord avec toi, un moyen de conserver le lien social pour certains. Mais aussi, pour d'autres, une accentuation de l'enfermement du jeune. Je m'explique. D'abord, moi, ces consultations en visio m'ont donné une impression de déshumanisation. Alors que le rapport avec le médecin en médecine d'ado, et en particulier un rapport de contact humain, de toucher. Et là, on était face à des jeunes qui souvent ont déjà des difficultés à sociabiliser, qui vont s'enfermer déjà en temps hors Covid, vont avoir tendance à s'enfermer chez eux et parfois, pour certains, la consultation, la visite à la MDA, que ce soit en consultation ou dans un atelier de groupe, c'est la seule sortie.
c'est la seule façon pour eux de sortir de chez eux. Et finalement, le fait de ne plus les recevoir à la MDA, de pouvoir faire ces visios avec eux, ça les a confortés dans l'idée que finalement, ce n'était pas tellement nécessaire qu'ils sortent de chez eux, puisque tout pouvait se faire en visio. Donc, c'est vrai que ça nous a un peu gênés et que nous, on est très contents d'avoir une unité mobile, d'avoir la chance d'avoir une unité mobile qui va à domicile. Et du coup, on n'a pas le sentiment que la visio et aller à domicile, c'est pareil. Pour nous, c'est pas la même chose et ça apporte pas la même chose. Voilà. Donc, pour d'autres adolescents, finalement, moi, je trouve qu'on a eu un effet qui était plutôt sain. C'est-à-dire que cette absence de contacts sociaux est devenue tellement insupportable qu'ils ont réussi eux-mêmes à contourner le truc. Petite anecdote, je devais faire un entretien téléphonique. Adèle Carlier, donc une unité de médecine d'ado à l'hôpital intercommunal de Créteil, avait monté une étude sur les effets du confinement et sur cette première période Covid. Donc, il y avait une partie qualitative et d'abord une partie quantitative avec des tests et deuxièmement une partie qualitative où on contactait les adolescents par téléphone pour faire passer ce test qualitatif. Les adolescents ne savaient pas, nous, on les contactait, on n'avait pas le nom des adolescents, on avait juste un numéro. Et les adolescents, ils avaient été recrutés à la MDA ou au CHIC ou au CMP. Et donc, j'appelle un des adolescents que je devais interviewer et je lui propose un rendez-vous téléphonique le lundi à 11h. Il me dit d'accord. Et en fait, cet adolescent m'a reconnue, puisque je l'avais déjà vu à la maison des adolescents. Et j'ai eu la surprise de le voir arriver à la maison des adolescents en physique, présentiel. Donc, on n'a pas fait un entretien téléphonique, on a fait une consultation en présentiel. Et pendant 1 heure, il m'a expliqué à quel point c'était dur d'avoir tout en visio. Il venait de rentrer en première année de fac. Il n'avait que des cours en visio. Il n'avait que des consultations en visio. Et il n'en pouvait plus, quoi. Et donc, il m'a reconnu. Il est venu directement à la maison des ados. Donc, en conclusion, c'est un outil qui nous a été utile. Parfois, il faut le reconnaître. Donc, on ne va pas l'enterrer quand même. Mais il me semble qu'il faut le manier avec parcimonie. Et en tout cas, je pense qu'il serait nécessaire qu'il y ait un questionnement éthique autour de la relation de soins en téléconsultation. Et probablement, si on doit poursuivre ce type de consultation, je crois qu'il est nécessaire de travailler sur des recommandations plus claires et plus précises que celles qui ont déjà été émises pour les téléconsultations, pour fixer vraiment les conditions et les limites de cette pratique. D'accord, merci beaucoup Isabelle, c'était très complet. Question de Paul Jacquin. Vous ne parlez pas de l'usage groupal des conférences Zoom. Ça n'a pas été ma pratique, mais je sais que par exemple au PEJ de Créteil, où ils ont normalement un atelier d'écriture, ils ont continué leur atelier d'écriture par conférence Zoom et que ça a plutôt bien fonctionné quand même. Valérie, tu as eu cette expérience aussi des groupes par Zoom, un groupe d'ados? Non, on n'a pas eu cette expérience, nous, à la Maison des ados Robert Debré. Nous, on a eu cette expérience de Zoom de professionnels et franchement, on n'en peut plus de se voir par Zoom. Mais par contre, je sais que pour la Maison des ados Amica, ils ont eu cette expérience et que ça avait bien fonctionné. C'est-à-dire que finalement, les jeunes étaient contents de se voir. Mais bon, c'était des petits groupes, il me semble. Je ne peux pas vous préciser très précisément. Il me semble que c'était des petits groupes.
Mais en tout cas, j'avais eu ce retour que ça avait bien fonctionné. Ouais, alors, c'est vrai que nous, pour le groupe du PAEJ, de l'atelier d'écriture, d'abord, c'est un petit groupe et ensuite, c'est un groupe qui fonctionnait déjà depuis plusieurs mois. Donc, les jeunes se connaissaient tous. Je ne sais pas si, ils avaient créé ou intégré des nouveaux dans le groupe, ça aurait pu fonctionner aussi bien. Oui. Oui, c'est ça, la rencontre. D'ailleurs, les étudiants qui ont des cours en visio, souvent, les jeunes ne mettent pas leur visio. Enfin, c'est ce que j'ai observé, hein. J'ai eu un rendez-vous avec le conseil des jeunes parisiens, donc j'ai eu cette expérience, et très peu mettent la visio. Donc, en fait, on se parle à travers un ordinateur, mais on ne voit pas les gens. Tous ces outils numériques, on les a, en tout cas chez nous, on les a testés dans l'urgence parce qu'on les a mis en place, on va dire, en 1 ou 2 journées. Et nous, par exemple, les professionnels, l'infirmière, l'éducateur, les psychologues, ils ont dû utiliser leur téléphone portable personnel. Puisque moi, j'avais mis un système au point où je transférais la ligne sur un portable personnel d'une des personnes, c'est la personne qui avait la permanence, et les autres rappelaient avec leur téléphone portable personnel. Alors, c'est vrai que certains ont voulu masquer le numéro de téléphone, et puis d'autres n'ont pas voulu le faire. Et finalement, on était assez étonnés parce que les jeunes n'ont pas abusé du fait qu'ils avaient le numéro de téléphone de ces professionnels. Donc voilà, enfin, je dévie du Groupal, hein, mais en tout cas, sur la question en tout cas, pour nous, à la Maison des ados, les professionnels avaient peur que les ados les rapaissent, leur envoient des textos, notamment quand ils n'allaient pas bien du tout à n'importe quelle heure, en disant, voilà, on craint toujours quand même que l'ado nous envoie je vais me suicider, ou enfin. Et on n'a pas eu ce genre de problème. D'accord, ouais. Non, mais c'est bien d'avoir donné son portable personnel parce que c'est vrai que là, ça rentre un peu dans l'intimité du professionnel presque de donner son numéro avec le téléphone qu'on a tout le temps chez soi, même les week-ends et même pendant les vacances. Donc ça, c'est vrai que c'est des choix du professionnel à faire. Alors, Paul lui met très bonne expérience pour la MED-ADO et la transition pour les jeunes qui ne se connaissaient pas. Donc, il parlait de conférences Zoom de groupe. Question de Sébastien. Peut-on parler de tout en visio? Comment garder une certaine confidentialité vis-à-vis des parents? C'est vrai que ta photo là, avec les 2 parents derrière la porte, Isabelle, elle était assez drôle. Et oui, c'est ça dont on a peur. Ouais, c'est ça. Ben oui, mais le fait est quand même que de temps en temps, alors qu'on était censé être entre guillemets seul avec l'adolescent, c'est-à-dire on voit quand même en arrière-plan la mère qui passe, le père qui passe. Franchement, c'est pas confortable. Moi, je trouve que c'est pas confortable. Donc, moi, personnellement, la confidentialité, c'est pas confortable, mais il se joue d'autres choses. Oui. Et il se joue des choses qu'on ne pourrait pas observer autrement. Comme les disputes entre les parents, et là, on est à domicile. D'ailleurs, on se demande dans certains cas si il ne le joue pas pour qu'on voit comment ça se passe réellement. Si ça ne veut pas dire quelque chose, finalement. Oui, non, mais c'est sûr. Mais c'est vrai que la confidentialité, elle n'est pas tout à fait là. Moi, je pense que c'est pas un outil à enterrer, c'est-à-dire que c'est un outil qui a son intérêt, mais qui ne peut pas remplacer quand même une consultation en présentiel. C'est autre chose, c'est un plus. C'est ça. Ça peut amener un adolescent
ouais, on peut l'amener peut-être au présentiel en passant par là ou en passant par autre chose, hein, par des visites à domicile, par exemple. Mais ou alors, c'est Paul me faisait penser à ça, c'est ça moi, ça par exemple, pour le suivi, j'ai quelques diabétiques, pour le suivi des diabétiques, ça m'a posé aucun problème. Et en fait, c'est un outil que ce soit le téléphone ou que ce soit, la visio, enfin, c'était plutôt le téléphone avant. C'est quand même un outil qu'on utilise depuis souvent depuis longtemps pour suivre des patients malades chroniques. Enfin, Mmh. moi, ça m'arrive très souvent, de les appeler, de faire un point téléphonique entre, 2 consultations un peu espacées. Donc, pour ça, ça m'a pas trop gênée. Voilà. Je sais que les éducateurs, ils utilisent beaucoup, alors pas seulement en maison des ados, hein, mais les éducateurs de prévention, ils utilisent beaucoup les SMS avec les jeunes. Ouais. Ouais, ouais, mais Et, c'est ce que certains jeunes peuvent dire des choses par SMS qu'ils ne pourraient jamais dire dans le face-à-face. Ah oui, oui, mais je sais que nous, tu vois, les infirmières, ça fait des années qu'elles ont leurs 2 portables là et qu'elles reçoivent des tas d'SMS des jeunes, qu'elles répondent aux SMS, ça leur permet de garder un lien. Donc ça, c'est aussi très utile, mais c'est pas à la place Oui, d'une c'est ça. consultation. C'est un outil C'est un complémentaire. Je suis plus. bien d'accord Voilà, avec c'est ça. toi. Pour ces adolescents qu'on perd de vue, qu'on n'arrive plus à faire revenir en consultation, est-ce que une visite via Zoom ou via voilà, une téléconsultation peut permettre de garder un lien quand on Eh n'a oui. pas, comme toi, Isabelle, la chance d'avoir une équipe mobile qui se déplace à la maison Mmh. et qu'on est en rupture de lien avec un patient qui nous inquiète, quoi, une sorte de substitut à l'équipe mobile. Mais auquel cas, c'est pas vraiment une visite à domicile, c'est-à-dire qu'ils soient chez eux ou au café ou dans le parc, d'à côté, tu t'en fiches, hein. C'est pas, ce qui t'intéresse, c'est de faire du lien avec le jeune et c'est pas d'aller à son domicile. Hein, c'est vrai qu'il y en a qui habitent un peu loin. Moi, je vois pour certaines maladies chroniques, ceux qui ont des soucis pour venir dans les transports, surtout avec le Covid, c'était un peu déconseillé d'être trop dans les transports en commun. Ça peut aussi être un relais pour des patients un peu fragiles qui sont loin, quand on les connaît bien, comme ce dont tu parlais. Euh, Oui, et Marie, je sais que nous, au mois d'avril, là, donc on était au 3e confinement, c'est ça? On a eu pas mal d'ados qui, comme ils avaient un mois où ils n'avaient plus d'école, qui sont partis avec leur famille en province, se confiner en province. Et donc, là encore, ça a été un moyen de maintenir le lien. Et c'est eux qui nous ont dit, bah voilà, on peut pas se voir parce qu'on est loin, mais on peut se parler au téléphone. ouais. Mmh. Oui, oui, c'est vrai que oui, il y en a un certain nombre qui sont carrément partis de la région parisienne, en fait. Mmh. Alors, autre question, bénéfice à court terme pour les ados phobiques. Bah, c'est ce que tu disais, À court terme, oui. Isabelle. À long terme, je suis pas sûre du tout. C'est-à-dire que c'est un moyen de les accrocher aussi. Mmh. C'est ça. Mais Disons l'idée, qu'à c'est quand à même de court les terme, c'est voir. intéressant, mais voilà, l'idée, c'est quand même de les faire sortir à un moment ou à un autre. Donc, si on utilise ce moyen-là pour les faire sortir, oui. Sinon, sinon, je ne sais pas si on n'aggrave pas la situation. Ou alors, on peut négocier aussi. Enfin, ça permet aussi de négocier les choses. On peut négocier. On peut négocier. C'est-à-dire, on se voit une fois en présentiel et puis on se voit une fois, voilà. Avez-vous des retours d'autres MDA de la région? Enfin, je sais qu'il y a eu des MDA beaucoup de MDA qui ont fait des entretiens téléphoniques. La visio, j'ai moins l'impression. En fait, je pense qu'on a développé un peu les ressentis de tout le monde, hein. C'est-à-dire, effectivement, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Je pense que, en tout cas, la plupart des professionnels étaient vraiment contents de revenir et de voir enfin les jeunes en présentiel.
J'ai eu l'impression que pour les jeunes, c'était la même chose. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de MDA qui ont, comme vous, fermé et qui ont utilisé beaucoup les consultations téléphoniques et assez peu la visio, je pense, en tout cas au premier confinement. Et effectivement, je crois que quand on en avait discuté au CA de la NMDA après le premier confinement, tout le monde était quand même très content de revenir en présentiel. Et les adolescents aussi. Hein. Il y a quand même assez peu d'adolescents. Quand moi je leur proposais, bon bah maintenant on peut vous revoir en présentiel ou alors on peut refaire une consultation en distanciel, la plupart, à part ceux qui sont vraiment très phobiques, préféraient revenir et les parents aussi. Oui, oui, c'est intéressant. C'est pas seulement les professionnels qui aiment voir les patients, quoi. Eux aussi, Oui. ils ont besoin de ce contact en présentiel. Oui, puis du cadre quand même. Parce qu'on l'a dit, c'était pas très confortable pour eux au niveau de la confidentialité, au niveau de l'intimité. Alors voilà, c'est vrai que ça amène une certaine proximité, mais je pense qu'ils sont aussi contents de pouvoir sortir de chez eux. Et puis nous, en plus, c'était quand même particulier parce qu'on a l'habitude de recevoir, en tout cas les ados, les premiers accueils des adolescents, on les reçoit en binôme, donc 2 professionnels, j'ai dit, de métiers différents. Et là, le retour quand même et des professionnels et des ados, c'est que c'était bizarre d'avoir qu'une personne. Surtout pour les ados qui avaient été suivis à 2. C'était assez frustrant puisqu'en fait, nous, on a les professionnels qui ont dit, bon, ben, moi, je rappelle telle personne. Enfin, voilà, ils se sont partagés un petit peu les suivis. Et c'était assez frustrant finalement de ne pas avoir la suite des entretiens pour ceux qui ne pouvaient plus suivre la situation. Donc, c'est vrai que le cadre de l'accueil en binôme et des entretiens en binôme n'a pas du tout pu être respecté dans le cadre d'un entretien téléphonique. Et ça, je pense que pour certains ados, ça ne pose pas de problème, mais pour d'autres ados et même pour des professionnels, c'est quand même mieux d'être à plusieurs pour échanger. Voilà, c'est moins confrontant que d'avoir une personne en face. Vous n'avez pas Moi, essayé j'en ai plusieurs de professionnels avec le patient via Zoom ou via un appel téléphonique à 3 ou des choses comme ça. Vous n'avez pas fait ça? Moi, je l'ai fait avec le pédopsychiatre, puisqu'on fait de temps en temps des consultations en binôme. Donc, on a fait des consultations en binôme avec le pédopsychiatre. Le pédopsychiatre étant à un endroit, moi étant à un autre endroit, parce que en fait, lui, il était à l'hôpital, moi, j'étais à la MDA et les parents chez eux. Ça fonctionne, mais c'est quand même compliqué. Le temps que tout le monde se connecte, le temps d'attente est quand même un peu, enfin, c'est un peu Et particulier. puis, on ne peut pas rebondir comme on veut. Non, non. Quand on est, moi, j'ai tendance à dire que quand on est dans l'entretien, voilà, il y a des choses qui se passent dans le regard, une espèce de danse à trois, enfin, avec l'ado, quoi. Et là, il faut attendre que l'autre ait fini de parler quand on est en visio. Enfin, nous-mêmes, quand on est en réunion, en visio, finalement, on se permet moins de prendre la parole. Et juste pour dire comme ça, quand je demandais aux ados s'ils voulaient encore une consultation visio ou une consultation présentielle, j'en ai beaucoup qui me répondaient « Non, madame, une vraie consultation ». C'est pas une vraie. Mais surtout pour le médecin d'ado, c'est vrai que de ne pas pouvoir examiner le corps. Oui, là, quand même. Ouais. C'est vrai que le poids chez les anorexiques, quand il n'y a pas d'infirmière qui passe, c'est toujours un peu compliqué. Toujours la question un peu touchy. On est content de les voir en vrai. Ouais. Mais paradoxalement, j'ai l'impression qu'elles sentaient que voilà, c'était compliqué de venir à l'hôpital, donc un certain nombre se sont plus ou moins maintenus. Mais bon, après, il y a un peu de tout, quoi.
Oui, je vois une remarque de Paul. Les ados peuvent-ils aussi sécher en visio au téléphone? Ah oui, C'est marrant parce alors que là, moi je pense, j'ai eu autant d'absence en visio que en présentiel, hein. J'ai pas exactement fait le compte, mais comme ça, à la louche, je dirais que ça se vaut, hein. Oui, oui, je me oui, suis des fois même retrouvée toute seule avec, avec les parents, ça m'est arrivé, avec les parents, et puis l'ado qui était sorti malgré le confinement. Donc exactement comme en non, consultation. ou l'ado qui répond pas. Enfin, moi, Ou l'ado qui on répond m'a pas. raconté, voilà, on avait rendez-vous parce que c'est vrai que ils se donnaient des rendez-vous avec des ados à telle heure. On avait rendez-vous à telle heure et puis l'ado répond pas, quoi. Donc ils peuvent nous échapper quand même. Heureusement. Ouais, Sinon, heureusement. D'accord, d'accord. Alors, Sébastien, c'est une façon d'aller vers. Alors, je pense que il voulait dire que c'est plutôt le professionnel qui va à la rencontre de l'ado que l'ado qui vient vers le lieu de soins qui est la maison des ados. C'est peut-être ça qu'il voulait, voilà, qui voulait Oui, exprimer. bah c'est Une façon d'aller c'est vers. aussi pour Voilà. tous ces ados qui n'osent pas franchir la porte, qui hésitent. Effectivement, c'est une possibilité. D'ailleurs, nous, on en a certains, je ne sais pas si c'est chez vous, c'est pareil, qui nous écrivent. Donc, ils trouvent notre mail et ils nous envoient un mail. Et je suis assez surprise finalement qu'ils s'emparent aussi de cette possibilité. Qui, ils ont du mal à nous téléphoner pour certains et ils utilisent aussi le mail pour nous contacter. Alors, c'est vrai que nous, on a le réflexe de les appeler, mais souvent, ils ne nous laissent pas leur numéro. Donc, on a quelques échanges de mails avant de pouvoir se parler. Oui, ça nous est arrivé aussi, mais alors, moi, comme ça, dans mon expérience, c'est souvent des plus vieux. Enfin, au moins 17, 18, 19, 20, enfin, souvent des plus vieux. C'est vrai qu'on parlait D'accord. quand même de la différence entre les. Je crois que vraiment, il y a une différence entre les plus jeunes et les plus âgés, hein, sur ces téléconsultations. Vraiment, nous, concrètement, les plus jeunes, on avait souvent les parents, ils avaient du mal à nous parler. D'accord. Bon, bah, il est l'heure d'arrêter. Merci beaucoup pour voilà, ces témoignages de professionnels sur le terrain qui sont très riches et qui voilà, alimentent notre réflexion sur les outils de communication valables ou non avec les ados, pour quel ado, pour quel âge, comme tu l'as dit Valérie. Et c'est vrai qu'on a l'impression que l'idée, c'est de maintenir un lien, de maintenir une communication avec ces ados en difficulté, comme on encourage d'ailleurs au sein de la famille, entre les parents et les ados, d'essayer de communiquer au maximum. C'est vrai que je pense que notre rôle de professionnel, c'est de montrer qu'on est là. Après, ça marche pas. Ils viennent pas. Ils ratent des consultes. Ils voient qu'on les appelle et voilà, ils refusent l'appel. Oui, mais bon, voilà, on est là et on est attentif s'ils en ont besoin. Je pense que c'est. Voilà, c'est une autre possibilité, effectivement, de pouvoir les toucher. Donc, pour répondre à la question, on n'enterre pas. Non, on n'enterre pas, on garde dans notre trousse à outils, mais on ne le sort pas tous les jours. D'accord, bah, merci beaucoup en tout cas à toutes les deux. Et puis à très bientôt. Alors le prochain webinaire, le 4e, aura lieu dans 15 jours. Il sera présenté par Sébastien Garnier de la Rivière et Sophie Slovaque sur le thème d'une expérience originale de téléconsultation pour les patients borderline pendant la période de Covid. La rencontre en distanciel, ça marche. Alors voilà, c'est vraiment dans le prolongement de ce dont on a parlé aujourd'hui.
On m'a demandé de vous rappeler que la SFSA vivait grâce aux cotisations, donc voilà un petit mot pour ne pas oublier de cotiser. Et voilà, vous pouvez consulter le site de la SFSA. C'est vrai que tous ces webinaires sont en replay, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et à les regarder de nouveau si besoin. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.